Connaissez-vous ces nuits où le sommeil fuit, où vous restez éveillé face à une rumeur sourde, anonyme, qui persiste quand tout s'efface? Cette expérience troublante d'être présent, mais comme à côté de vous-même. Franz Kafka, insomniaque chronique, a donné un nom à cette expérience. Ma vie est hésitation devant la naissance. Dans cette méditation, nous allons explorer ensemble cette incomplétude ontologique. Depuis ces heures d'insomnie où quelque chose d'essentiel se révèle, jusqu'à cette découverte, notre incomplétude même peut devenir la source de notre création la plus authentique. Emmanuel Levinas a donné un nom philosophique précis à cette expérience. Il y a. Ce concept ne vient pas de nulle part. Il naît de cette phénoménologie de l'insomnie, de cette confrontation à un fond anonyme qui persiste quand tout s'efface. Levinas prend justement l'exemple de la nuit pour faire sentir cette expérience. Lorsque les formes des choses sont dissoutes dans la nuit, l'obscurité de la nuit, qui n'est pas un objet ni la qualité d'un objet, envahit comme une présence. Dans la nuit où nous sommes rivés à elle, nous n'avons affaire à rien. Mais ce rien n'est pas le fait d'un pur néant, mais le fait qu'il y a. L'absence de toute chose retourne comme une présence, comme une densité d'atmosphère, comme une plénitude du vide ou comme le murmure du silence. Levinas établit explicitement le lien avec l'insomnie. Dans l'insomnie, on peut et on ne peut dire qu'il y a un jeu qui n'arrive pas à dormir. L'impossibilité de sortir de la veille est quelque chose d'objectif, d'indépendant de mon initiative. Cette impersonnalité absorbe ma conscience. La conscience est dépersonnalisée. Je ne veille pas, ça veille. L'Ilia, c'est exactement cela. Ce champ de force impersonnelle et sans issue. Cette existence sans existant. Ce tumulte sombre dont on ne peut s'échapper parce qu'il n'est pas localisable. C'est le sentiment que l'existence persiste, inlassablement, même quand tout a disparu. Mais comment s'arracher à ce fond primordial ? Comment émerger de cet anonymat pour devenir quelqu'un, pour avoir un visage, une existence singulière ? Levinas décrit cette émergence comme une véritable odyssée intérieure. Il faut passer de l'existence indéterminée, ce fond anonyme et sans visage, à l'existant déterminé, à un être qui peut dire « je » et se tenir debout dans l'existence. Ce passage, c'est avoir lieu. Levinas le nomme hypostase. Le mot vient du grec hypostasis, ce qui se tient dessous, ce qui donne un support, un fondement stable. C'est l'acte par lequel quelque chose d'indéterminé se contracte, se resserre pour former une intériorité, un point de départ. Imaginez cette contraction. De toute cette rumeur anonyme de ce fond indistinct, quelque chose se resserre, se concentre, prend forme. C'est comme si l'existence diffuse se ramassait en un point, créait un centre, une intériorité à partir de laquelle un « je » peut émerger. C'est le passage que Levinas décrit dans son livre « De l'existence à l'existant ».
ce mouvement décisif de l'existence subie à l'existence assumée, de ce qui nous arrive de l'extérieur à ce qu'on peut porter de l'intérieur. La naissance d'un sujet qui peut dire « je », se distinguer du reste et prendre en charge sa propre existence. Mais attention, ce passage de l'existence à l'existant n'est pas un acquis définitif. Ce n'est pas une fois pour toutes qu'on devient un existant singulier. L'hypostase est un processus fragile, constamment menacé de régression. À travers certains états limites, l'insomnie, la dépression, l'angoisse, nous pouvons régresser au niveau de l'existence primordiale, nous défaire, nous dissoudre dans ce fond anonyme. C'est pourquoi il faut constamment se ressaisir, se contracter à nouveau, refaire ce geste de l'hypostase. Kafka semble vivre de manière aiguë cette précarité. Pour lui, l'effort de se maintenir comme existant singulier est épuisant, jamais acquis. Il doit sans cesse recommencer ce travail de contraction ontologique qui, chez d'autres, semble aller de soi. Quand Kafka écrit « Ma vie est hésitation devant la naissance », il semble décrire précisément une hypostase qui n'arrive pas à s'accomplir. Comme si cette contraction nécessaire n'avait jamais eu lieu, ou restait perpétuellement suspendue. Kafka reste rivé à ce fond anonyme, incapable de franchir le seuil qui le mènerait vers sa propre existence singulière. Sa lutte n'est pas celle d'un homme qui veut améliorer sa condition, mais celle d'un être qui lutte pour avoir lieu comme existant. Cette odyssée intérieure qui devrait le mener de l'anonymat vers l'existence singulière reste inachevée. Il doit donc, comme il l'écrit, se porter lui-même, fournir un effort constant et épuisant, simplement pour se maintenir dans l'être, car l'élan spontané de cette contraction ontologique n'a pas eu lieu. Et peut-être reconnaissez-vous dans cette description quelque chose de familier. Cette impression parfois d'être encore en cours de naissance, de ne pas avoir trouvé son assise véritable. Cette lutte pour commencer, cette sensation de devoir faire ses preuves en permanence, de ne jamais pouvoir tenir son existence pour acquise. C'est Maurice Blanchot, ami de Lévinas et lecteur pénétrant de Kafka, qui offre le pont le plus éclairant entre ces deux univers. Ayant écrit abondamment sur l'un et sur l'autre, sa pensée permet de mieux comprendre comment l'écriture littéraire devient le lieu même de l'expérience de l'Ilia. Pour Blanchot, l'acte d'écrire est une entrée dans ce qu'il nomme l'espace littéraire. Cet espace n'est pas le monde de la clarté et de l'action, mais celui de l'autre nuit. Une nuit où l'on est toujours dehors, exposé et sans refuge. Cette autre nuit résonne étrangement avec l'insomnie kafkaïenne. Comme Kafka, rejeté par le sommeil, l'écrivain, selon Blanchot, ne trouve aucun repos, aucun abri. Il est expulsé du monde familier pour entrer dans un espace d'étrangeté radicale. L'écriture est pour Blanchot une véritable expérience de dépersonnalisation. Nous n'écrivons pas selon ce que nous sommes ce que nous écrivons. L'écrivain est dépossédé de soi par l'œuvre. Il ne la maîtrise pas, il lui est assujetti. Cette dépossession rappelle l'existence kafkaïenne. Je dors littéralement à côté de moi. Dans les deux cas, le jeu n'est plus maître de lui-même. Il devient le témoin de quelque chose qui lui échappe, qui le déborde. Blanchot voit en Kafka l'écrivain par excellence de cet exil.
Kafka est celui qui appartient à l'autre rive. Et son œuvre est une confrontation incessante avec l'horreur et la confusion et l'incertitude du ressassement éternel. Pour Blanchot, l'écriture de Kafka n'est pas une simple description de l'insomnie ou de l'Ilia. Elle est cette expérience même. Elle en est la manifestation et l'épreuve. C'est ici que nous touchons au concept de désœuvrement. Pour Blanchot, le désœuvrement n'est pas l'échec de l'écrivain, mais le mouvement essentiel de la littérature. Écrire authentiquement, ce n'est pas produire une œuvre achevée pour affirmer un mot d'auteur, c'est au contraire s'engager dans un processus qui implique l'effacement du sujet. L'écriture devient un espace neutre, un tombeau, où l'auteur disparaît pour laisser parler ce qui est impersonnel, l'autre. Dans cette perspective, l'impuissance chronique de Kafka devient la condition même de sa grandeur. Son incapacité à achever ses grands romans, son sentiment que chaque mot, retourné dans la main des esprits, se transforme en lance dirigée contre celui qui parle, ne sont plus des signes d'échec personnel. Ils deviennent la manifestation la plus pure du destin littéraire. Son œuvre est désœuvrée par excellence. En écrivant, il ne se construit pas comme auteur, au contraire. Il fait l'expérience de sa propre disparition, de sa dissolution dans l'anonymat de la langue. Son combat est perdu d'avance, comme il le formule dans Description d'un combat, non pas parce qu'il ne peut pas gagner, mais parce que le but n'est pas la victoire du moi, mais son effacement. Cette logique du désœuvrement trouve son expression la plus radicale dans le testament de Kafka. Il demande à son ami Max Brod de détruire tout, les manuscrits inédits, les lettres, les journaux, tout brûler, écrit-il. Même l'œuvre publiée devrait disparaître, ne plus être rééditée. Ce testament révèle quelque chose de saisissant. L'œuvre de Kafka naît de sa propre négation. Il écrit pour que ce soit détruit. Il crée dans le mouvement même de l'effacement. C'est le désœuvrement poussé à son point extrême. Non seulement l'auteur disparaît dans l'écriture, mais l'œuvre elle-même doit disparaître. Heureusement, Max Brod n'a pas obéi. Mais ce geste de désobéissance révèle le paradoxe. Nous ne connaissons Kafka que parce que ses volontés dernières ont été trahies. L'œuvre survit contre elle-même, malgré elle-même. Cette demande de destruction n'est pas un simple accès de modestie ou de perfectionnisme. Elle révèle la structure même de l'écriture kafkaïenne. Elle ne cherche pas à s'affirmer, à durer, à faire monument. Elle cherche à retourner au silence dont elle procède. Ainsi, l'écriture n'est pas pour Kafka une tentative de réussir une hypostase par d'autres moyens, une manière d'avoir lieu. Elle est au contraire le lieu où il peut habiter son incomplétude. Non pas pour la résoudre, mais pour la déployer. C'est une nécessité vitale qui lui permet de ne pas sombrer dans la pétrification, en donnant une forme à cette dissolution même. L'écriture ne le sauve pas en le faisant naître, mais en lui permettant de maintenir un lien avec l'existence dans l'expérience même de son propre effacement.
Cette incomplétude ontologique trouve son expression magistrale dans l'univers littéraire de Kafka. Ses œuvres ne décrivent pas simplement l'aliénation moderne, elles mettent en scène la structure même de l'être pas complètement né. Dans Le Procès, Joseph K. n'est pas victime d'un système judiciaire aberrant. Il révèle quelque chose de plus fondamental. L'expérience d'un sujet qui se croit présent à lui-même et au monde, alors qu'il est déjà banni du monde, avant même que ne tombe la sentence. La loi qui le poursuit est insaisissable, omniprésente, mais jamais formulée. Elle fonctionne comme ce que Blanchot appelle une loi censée sévir d'une pleine autorité, mais qui reste intacte, inconnue. C'est la mise en scène littéraire de l'Ilia lévinassien. Un pouvoir anonyme, impersonnel, qui broie les individus sans qu'ils puissent même l'identifier. Le château présente la même structure existentielle. K, l'arpenteur, s'obstine à vouloir atteindre un but qui n'existe peut-être que sur le mode de la séparation radicale. Il s'attache à ce qui n'existe que sur le mode de la séparation. Une distance qui n'est pas un espace à franchir, mais qui marque le fait que le terme séparé s'est absous de toute relation. Cette distanciation que Blanchot identifie chez Kafka n'est pas un simple thème littéraire. C'est la structure même de l'expérience de celui qui n'est pas complètement né. La distance infinie entre le sujet et ce qu'il cherche. Plus radicalement encore, ces nouvelles révèlent cette impossibilité d'adhérer à soi-même. Dans La Métamorphose, Grégor Samsa découvre au réveil qu'il est devenu un insecte monstrueux. Mais ce qui frappe, c'est moins la transformation que l'absence de surprise véritable. Comme si cette non-coïncidence avec soi-même révélait enfin à découvert ce qui était toujours déjà là. L'impossibilité d'habiter pleinement son existence. Nous avons tenté d'approcher cette expérience que Kafka nomme « hésitation devant la naissance ». Nous avons tourné autour avec l'Ilia de Lévinas, le désœuvrement de Blanchot. Nous avons exploré son univers littéraire. Mais quelque chose nous échappe encore, et c'est peut-être normal. Kafka résiste à nos tentatives de le cerner complètement. Il y a en lui quelque chose d'irréductible qui excède toute explication. Nous continuerons cette approche par fragments. La lettre au père nous donnera un autre éclairage, pas une explication mais un autre angle. Et nous verrons comment certaines perspectives, comme celle de Lacan, peuvent nous aider à habiter l'énigme plutôt qu'à la résoudre. Car peut-être est-ce cela, l'enseignement de Kafka, apprendre à vivre avec ce qui ne se résout pas. Cette exploration de la complétude kafkaïenne vous a-t-elle parlé? Avez-vous reconnu quelque chose de votre propre expérience dans cette hésitation devant la naissance? Je serais très curieux de lire vos témoignages en commentaire. Peut-être avez-vous vécu ces moments d'insomnie où quelque chose d'étrange se révèle, ou cette sensation d'être à côté du flux naturel de la vie, ou encore d'autres résonances avec ce que nous avons exploré. N'hésitez pas à partager votre expérience, vos questions, vos propres découvertes. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous sur ces questions qui nous touchent tous d'une manière ou d'une autre. Et si cette méditation vous a accompagné dans votre propre traversée intérieure, pensez à vous abonner
à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos.